Dimension fantastique. Une anthologie présentée par Barbara Sadoul. Théophile Gautier. La cafetière. J'ai vu de sombres voiles, 11 étoiles. La lune, aussi le soleil, me faisait la révérence tout le long de mon sommeil. La vision de Joseph. Chapitre 1. L'année dernière, je fus invité, ainsi que 2 de mes camarades d'atelier, Arrigo Cohi et Pedrino Borgnoli, à passer quelques jours dans une terre au fond de la Normandie. Le temps, qui, à notre départ, promettait d'être superbe, s'avisa de changer tout à coup, et il tomba tant de pluie que les chemins creux où nous marchions étaient comme le lit d'un torrent. Nous enfoncions dans la bourbe jusqu'aux genoux. Une couche épaisse de terre grasse s'était attachée aux semelles de nos bottes, et par sa pesanteur ralentissait tellement nos pas que nous n'arrivâmes au lieu de notre destination qu'une heure après le coucher du soleil. Nous étions harassés. Aussi, notre hôte, voyant les efforts que nous faisions pour comprimer nos bâillements et tenir les yeux ouverts, aussitôt que nous eûmes soupé, nous fit conduire chacun dans notre chambre. La mienne était vaste. Je sentis, en y entrant, comme un frisson de fièvre, car il me sembla que j'entrais dans un monde nouveau. En effet, l'on aurait pu se croire au temps de la Régence, à voir les dessus de portes de boucher représentant les 4 saisons, les meubles surchargés d'ornements de rocaille du plus mauvais goût, et les trumeaux des glaces sculptés lourdement. Rien n'était dérangé. La toilette couverte de boîtes à peignes, de houppes à poudrer, paraissait avoir servi la veille. 2 ou 3 robes de couleurs changeantes, un éventail semé de paillettes d'argent, jonchaient le parquet bien ciré, et à mon grand étonnement, une tabatière d'écaille ouverte sur la cheminée était pleine de tabac encore frais. Je ne remarquai ces choses qu'après que le domestique, déposant son bougeoir sur la table de nuit, m'eût souhaité un bon somme, et je l'avoue, je commençai à trembler comme la feuille. Je me déshabillai promptement, je me couchai, et pour en finir avec ces sottes frayeurs, je fermai bientôt les yeux en me tournant du côté de la muraille. Mais il me fut impossible de rester dans cette position. Le lit s'agitait sous moi comme une vague, mes paupières se retiraient violemment en arrière. Force me fut de me retourner et de voir. Le feu qui flambait jetait des reflets rougeâtres dans l'appartement, de sorte qu'on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures des portraits enfumés pendus à la muraille. C'étaient les aïeux de notre hôte, des chevaliers bardés de fer, des conseillers en perruque et de belles dames au visage fardé et aux cheveux poudrés à blanc, tenant une rose à la main. Tout à coup, le feu prit un étrange degré d'activité. Une lueur blafarde illumina la chambre, et je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité. Car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d'une façon singulière. Leurs lèvres s'ouvraient et se fermaient, comme des lèvres de gens qui parlent, mais je n'entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Une terreur insurmontable s'empara de moi. Mes cheveux se hérissèrent sur mon front. Mes dents s'entrechoquèrent à se briser. Une sueur froide inonda tout mon corps. La pendule sonna 11 heures. Le vibrement du dernier coup retentit longtemps, et lorsqu'il fut éteint tout à fait... Oh non, je n'ose pas dire ce qui arriva. Personne ne me croirait, et l'on me prendrait pour un fou. Les bougies s'allumèrent toutes seules. Le soufflet, sans qu'aucun être invisible lui imprimât le mouvement, se prit à souffler le feu, en râlant comme un vieillard asthmatique, pendant que les pincettes fourgonnaient dans les tisons, et que la pelle relevait les cendres. Ensuite, une cafetière se jeta en bas d'une table où elle était posée, et se dirigea, clopin-clopant, vers le foyer, où elle se plaça entre les tisons. Quelques instants après, les fauteuils commencèrent à s'ébranler, et agitant leurs pieds tortillés d'une manière surprenante, vinrent se ranger autour de la cheminée. Chapitre 2. Je ne savais que penser de ce que je voyais, mais ce qui me restait à voir était encore bien plus extraordinaire. Un des portraits, le plus ancien de tous, celui d'un gros joufflu à barbe grise, ressemblant, à s'y méprendre, à l'idée que je me suis faite du vieux Sir John Falstaff, sortit, en grimaçant, la tête de son cadre.
et après de grands efforts, ayant fait passer ses épaules et son ventre rebondi entre les ais étroits de la bordure, sauta lourdement par terre. Il n'eut pas plutôt pris haleine qu'il tira de la poche de son pourpoint une clé d'une petitesse remarquable. Il souffla dedans pour s'assurer si la fourrure était bien nette, et il l'appliqua à tous les cadres les uns après les autres. Et tous les cadres s'élargirent de façon à laisser passer aisément les figures qu'ils renfermaient. Petits abbés poupins, douairières sèches et jaunes, magistrats à l'air grave, ensevelis dans de grandes robes noires, petits maîtres en bas de soie, en culotte de prunelle, la pointe de l'épée en haut, tous ces personnages présentaient un spectacle si bizarre que malgré ma frayeur, je ne pus m'empêcher de rire. Ces dignes personnages s'assirent. La cafetière sauta légèrement sur la table. Ils prirent le café dans des tasses du Japon, blanches et bleues, qui accoururent spontanément de dessus un secrétaire, chacune d'elles munie d'un morceau de sucre et d'une petite cuillère d'argent. Quand le café fut pris, tasse, cafetière et cuillère disparurent à la fois, et la conversation commença, certes, la plus curieuse que j'aie jamais ouïe, car aucun de ces étranges causeurs ne regardait l'autre en parlant. Ils avaient tous les yeux fixés sur la pendule. Je ne pouvais moi-même en détourner mes regards et m'empêcher de suivre l'aiguille, qui marchait vers minuit à pas imperceptibles. Enfin, minuit sonna. Une voix, dont le timbre était exactement celui de la pendule, se fit entendre et dit « Voici l'heure. Il faut danser. » Toute l'assemblée se leva. Les fauteuils se reculèrent de leur propre mouvement. Alors, chaque cavalier prit la main d'une dame, et la même voix dit « Allons, messieurs de l'orchestre, commencez !» J'ai oublié de dire que le sujet de la tapisserie était un concerto italien d'un côté, et de l'autre une chasse aux cerfs où plusieurs valets donnaient du corps, des piqueurs et les musiciens, qui jusque-là n'avaient fait aucun geste, inclinèrent la tête en signe d'adhésion. Le maestro leva sa baguette, et une harmonie vive et dansante s'élança des deux bouts de la salle. On dansa d'abord le menuet. Mais les notes rapides de la partition exécutée par les musiciens s'accordaient mal avec ces graves révérences. Aussi, chaque couple de danseurs, au bout de quelques minutes, se mit à pirouetter comme une toupie d'Allemagne. Les robes de soie des femmes, froissées dans ce tourbillon dansant, rendaient des sons d'une nature particulière. Le vent qui s'engouffrait par-dessous les gonflait prodigieusement, de sorte qu'elles avaient l'air de cloches en branle. L'archet des virtuoses passait si rapidement sur les cordes qu'il en jaillissait des étincelles électriques. Les doigts des flûteurs se haussaient et se baissaient comme s'ils eussent été de vif argent. Les joues des piqueurs étaient enflées comme des ballons, et tout cela formait un déluge de notes et de trilles si pressées et de gammes ascendantes et descendantes, si entortillées, si inconcevables, que les démons eux-mêmes n'auraient pu 2 minutes suivre une pareille mesure. Aussi, c'était pitié de voir tous les efforts de ces danseurs pour rattraper la cadence. Ils sautaient, cabriolaient, faisaient des ronds de jambes, des jetés battus et des entrechats de 3 pieds de haut, tant que la sueur, leur coulant du front sur les yeux, leur emportait les mouches et le fard. Mais ils avaient beau faire, l'orchestre les devançait toujours de 3 ou 4 notes. La pendule sonna 1 heure. Ils s'arrêtèrent. Je vis qu'une chose qui m'avait échappé, une femme qui ne dansait pas. Elle était assise dans une bergère au coin de la cheminée et ne paraissait pas le moins du monde prendre part à ce qui se passait autour d'elle. Jamais, même en rêve, rien d'aussi parfait ne s'était présenté à mes yeux. Une peau d'une blancheur éblouissante, des cheveux d'un blond cendré, de longs cils et des prunelles bleues, si claires et si transparentes que je voyais son âme à travers, aussi distinctement qu'un caillou au fond d'un ruisseau. Et je sentis que, si jamais il m'arrivait d'aimer quelqu'un, ce serait elle. Je me précipitai hors du lit, d'où jusque-là je n'avais pu bouger, et je me dirigeai vers elle, conduit par quelque chose qui agissait en moi sans que je pusse m'en rendre compte. Et je me trouvai, à ses genoux, une de ses mains dans les miennes, causant avec elle comme si je l'eusse connue depuis 20 ans. Mais, par un prodige bien étrange, tout en lui parlant, je marquai d'une oscillation de tête la musique qui n'avait pas cessé de jouer,
et quoique je fusse au comble du bonheur d'entretenir une aussi belle personne, les pieds me brûlaient de danser avec elle. Cependant, je n'osais lui en faire la proposition. Il paraît qu'elle comprit ce que je voulais, car levant vers le cadran de l'horloge la main que je ne tenais pas, « Quand l'aiguille sera là, nous verrons, mon cher Théodore. » Je ne sais comment cela se fit. Je ne fus nullement surpris de m'entendre ainsi appeler, par mon nom, et nous continuâmes à causer. Enfin, l'heure indiquée sonna, la voix au timbre d'argent vibra encore dans la chambre, et dit « Angela, vous pouvez danser avec monsieur, si cela vous fait plaisir, mais vous savez ce qui en résultera. » « N'importe, » répondit Angela d'un ton boudeur. Et elle passa son bras d'ivoire autour de mon cou. « Prestissimo !» cria la voix. Et nous commençâmes à valser. Le sein de la jeune fille touchait ma poitrine, sa joue veloutée effleurait la mienne, et son haleine suave flottait sur ma bouche. Jamais de la vie je n'avais éprouvé une pareille émotion. Mes nerfs tressaillaient comme des ressorts d'acier, mon sang coulait dans mes artères en torrents de lave, et j'entendais battre mon cœur, comme une montre accrochée à mes oreilles. Pourtant, cet état n'avait rien de pénible. J'étais inondée d'une joie ineffable, et j'aurais toujours voulu demeurer ainsi. Et chose remarquable, quoique l'orchestre eût triplé de vitesse, nous n'avions besoin de faire aucun effort pour le suivre. Les assistants, émerveillés de notre agilité, criaient bravo et frappaient de toute leur force dans leurs mains, qui ne rendaient aucun son. Angela, qui jusqu'alors avait valsé avec une énergie et une justesse surprenantes, parut tout à coup se fatiguer. Elle pesait sur mon épaule comme si les jambes lui eussent manqué. Ses petits pieds, qui une minute auparavant effleuraient le plancher, ne s'en détachaient que lentement, comme s'ils eussent été chargés d'une masse de plomb. « Angela, vous êtes lasse, lui dis-je. Reposons-nous. »« Je le veux bien, » répondit-elle, en s'essuyant le front avec son mouchoir. « Mais pendant que nous valsions, ils se sont tous assis. Il n'y a plus qu'un fauteuil, et nous sommes deux. »« Qu'est-ce que cela fait, mon bel ange ? Je vous prendrai sur mes genoux. » Chapitre 3. Sans faire la moindre objection, Angela s'assit, m'entourant de ses bras comme d'une écharpe blanche, cachant sa tête dans mon sein pour se réchauffer un peu, car elle était devenue froide comme un marbre. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes dans cette position, car tous mes sens étaient absorbés dans la contemplation de cette mystérieuse et fantastique créature. Je n'avais plus aucune idée de l'heure ni du lieu. Le monde réel n'existait plus pour moi, et tous les liens qui m'y attachent étaient rompus. Mon âme, dégagée de sa prison de boue, nageait dans le vague et l'infini. Je comprenais ce que nul homme ne peut comprendre. Les pensées d'Angela se révélant à moi sans qu'elle eût besoin de parler, car son âme brillait dans son corps comme une lampe d'albâtre, et les rayons partis de sa poitrine perçaient la mienne de part en part. L'alouette chanta, une lueur pâle se joua sur les rideaux. Aussitôt qu'Angela l'aperçut, elle se leva précipitamment, me fit un geste d'adieu, et après quelques pas, poussa un cri et tomba de sa hauteur. Saisi d'effroi, je m'élançai pour la relever. Mon sang se fige rien que d'y penser. Je ne trouvais rien que la cafetière brisée en 1000 morceaux. À cette vue, persuadée que j'avais été le jouet de quelque illusion diabolique, une telle frayeur s'empara de moi que je m'évanouis. Chapitre 4. Lorsque je repris connaissance, j'étais dans mon lit. Arrigo Cohic et Pedrino Borgnoli se tenaient debout à mon chevet. Aussitôt que j'eus ouvert les yeux, Arrigo s'écria. « Ah, ce n'est pas dommage. Voilà bientôt 1 heure que je te frotte les tempes d'eau de Cologne. Que diable as-tu fait cette nuit ? Ce matin, voyant que tu ne descendais pas, je suis entré dans ta chambre et je t'ai trouvé, tout du long étendu par terre, en habit à la française, serrant dans tes bras un morceau de porcelaine brisé, comme si c'eût été une jeune et jolie fille. »« Pardieu, c'est l'habit de noces de mon grand-père, » dit l'autre, en soulevant une des basques de soie fond rose à ramages verts. « Voilà les boutons de strass et de filigrane qu'il nous vantait tant. Théodore l'aura trouvé dans quelque coin et l'aura mis pour s'amuser. »« Mais à propos de quoi t'es-tu trouvé mal ?» ajouta Borgnoli.
Cela est bon pour une petite maîtresse qui a des épaules blanches. On la délace, on lui ôte ses colliers, son écharpe, et c'est une belle occasion de faire des minauderies. Ce n'est qu'une faiblesse qui m'a pris. Je suis sujet à cela, répondis-je sèchement. Je me levai, je me dépouillai de mon ridicule accoutrement, et puis l'on déjeuna. Mes 3 camarades mangèrent beaucoup et burent encore plus. Moi, je ne mangeais presque pas. Le souvenir de ce qui s'était passé me causait d'étranges distractions. Le déjeuner fini, comme il pleuvait à verse, il n'y eut pas moyen de sortir. Chacun s'occupa comme il put. Borgnoli tambourina des marches guerrières sur les vitres. Arrigo et l'hôte firent une partie de dames. Moi, je tirai de mon album un carré de vélin et je me mis à dessiner. Les linéaments presque imperceptibles tracés par mon crayon, sans que j'y eusse songé le moins du monde, se trouvèrent représenter avec la plus merveilleuse exactitude la cafetière qui avait joué un rôle si important dans les scènes de la nuit. C'est étonnant, comme cette tête ressemble à ma sœur, Angela, dit l'hôte, qui, ayant terminé sa partie, me regardait travailler par-dessus mon épaule. En effet, ce qui m'avait semblé tout à l'heure une cafetière était bien réellement le profil doux et mélancolique d'Angela. De par tous les saints du paradis, est-elle morte ou vivante m'écriai-je d'un ton de voix tremblant, comme si ma vue eût dépendu de sa réponse. Elle est morte, il y a 2 ans, d'une fluxion de poitrine à la suite d'un bal. Hélas, répondis-je douloureusement. Et, retenant une larme qui était près de tomber, je replaçai le papier dans l'album. Je venais de comprendre qu'il n'y avait plus pour moi de bonheur sur la terre. 1831. Le diable chiffonnier de Victor Hugo. En ce temps-là même, il était arrivé au diable une aventure désagréable et singulière. Le diable a coutume d'emporter les âmes qui sont à lui dans une hotte, ainsi que cela peut se voir sur le portail de la cathédrale de Fribourg en Suisse, où il est figuré avec une tête de porc sur les épaules, un croc à la main et une hotte de chiffonnier sur le dos. Car le démon trouve et ramasse les âmes des méchants dans les tas d'ordures que le genre humain dépose au coin de toutes les grandes vérités, terrestres ou divines. Le diable n'avait pas l'habitude de fermer ses hottes, ce qui fait que beaucoup d'âmes s'échappaient, grâce à la céleste malice des anges. Le diable s'en aperçut, et mit à sa hotte un bon couvercle orné d'un bon cadenas. Mais les âmes, qui sont fort subtiles, furent peu gênées du couvercle, et aidées par les petits doigts roses des chérubins, trouvèrent encore le moyen de s'enfuir par les claires-voies de la hotte. Ce que voyant, le diable fort dépité, tua un dromadaire, et de la peau de la bosse se fit une outre qu'il sut clore merveilleusement avec l'assistance du démon Hermès, et de laquelle il se sentait plus joyeux quand elle était remplie d'âmes qu'un écolier d'une bourse remplie de sequins d'or. C'est ordinairement dans la haute Égypte, sur les bords de la mer Rouge, que le diable, après avoir fait sa tournée dans le pays des païens et des mécréants, remplit cette outre. Le lieu est fort désert. C'est une grève de sable près d'un petit bois de palmier qui est situé entre Coma, où est né saint Antoine, et Clysma, où est mort saint Sisoès. Un jour donc, que le diable avait fait encore meilleure chasse qu'à l'ordinaire, il remplissait gaiement son outre lorsque, se retournant par hasard, il vit à quelques pas de lui un ange qui le regardait en souriant. Le diable haussa les épaules et continua d'empiler dans ce sac les âmes qu'il avait, les épluchant fort peu, je vous jure, car tout est assez bon pour cette chaudière-là. Quand il eut fini, il empoigna l'outre d'une main pour la charger sur ses épaules, mais il lui fut impossible de la lever du sol, tant il y avait mis d'âmes, et tant les iniquités dont elles étaient chargées les rendaient lourdes et pesantes. Il saisit alors cette besace d'enfer à 2 bras. Mais le second effort fut aussi inutile que le premier. L'outre ne bougea pas plus que si elle eût été la tête d'un cochon sortant de terre. « Oh, âme de plomb !» dit le diable, et il se prit à jurer. En se retournant, il vit le bel ange qui le regardait en riant. « Que fais-tu là ?» s'écria le démon. « Tu le vois, » dit l'ange, « je souriais tout à l'heure, et à présent je ris. »« Oh, céleste volaille, grand innocent va !» répliqua Asmodée. Mais l'ange devint sévère et lui parla ainsi.
Dragon, voici les paroles que je te dis de la part de celui qui est le Seigneur. Tu ne pourras emporter cette charge d'âme dans la géhenne, tant qu'un saint du paradis ou un chrétien tombé du ciel ne t'aura pas aidé à la soulever de terre et à la poser sur tes épaules. Cela dit, l'ange ouvrit ses ailes d'aigle et s'envola. Le diable était fort empêché. « Que veut dire cet imbécile » grommelait-il entre ses dents. « Un saint du paradis ? Ou un chrétien tombé du ciel ? J'attendrai longtemps si je dois rester là jusqu'à ce qu'une pareille assistance m'arrive. Pourquoi diantre aussi ai-je outrageusement bourré cette sacoche, et ce niais, qui n'est ni homme ni oiseau, se burlait de moi. Allons, il faut maintenant que j'attende le saint qui viendra du paradis, ou le chrétien qui tombera du ciel. Voilà une stupide histoire, et il faut convenir qu'on s'amuse de peu de choses là-haut. » Pendant qu'il se parlait ainsi à lui-même, les habitants de Coma et de Clisma croyaient entendre le tonnerre gronder sourdement à l'horizon. C'était le diable qui bougonnait. Pour un charretier embourbé, jurer est quelque chose, mais sortir de l'ornière est encore mieux. Le pauvre diable se creusait la tête et rêvait. C'est un drôle, fort adroit que celui qui a perdu Ève. Il entre partout. Quand il veut, de même qu'il se glisse dans l'amour, il se glisse dans le paradis. Il a conservé des relations avec saint Cyprien, le magicien, et il sait dans l'occasion se faire bienvenir des autres saints, tantôt en leur rendant de petits services mystérieux, tantôt en leur disant des paroles agréables. Il sait, ce grand savant, la conversation qui plaît à chacun. Il les prend tous par leurs faibles. Il apporte à saint Robert d'York les petits pains d'avoine au beurre. Il cause orfèvrerie avec saint Éloi et cuisine avec saint Théodote. Il parle au saint-évêque Germain du roi Childebert, au saint-abbé Vendrille du roi Dagobert et au saint-eunuque Oustazade du roi Sapor. Il parle à saint Paul le Simple de saint Antoine, et il parle à saint Antoine de son cochon. Il parle à saint Loup de sa femme Biméniole, et il ne parle pas à saint Gomère de sa femme Gouine-Marie. Car le diable est le grand flatteur, cœur de fiel, bouche de miel. Cependant, 4 saints, qui sont connus par leur étroite amitié, saint Nil le solitaire, saint Autremoine, saint Jean le nain et saint Médard, étaient précisément allés ce jour-là se promener sur les bords de la mer Rouge. Comme ils arrivaient, tout en conversant, près du bois de palmier, le diable les vit venir vers lui avant d'être aperçu par eux. Il prit incontinent la forme d'un vieillard très pauvre et très cassé, et se mit à pousser des cris lamentables. Les saints approchèrent. « Qu'est-ce » dit saint Nil. « Hélas, hélas, mes bons seigneurs, s'écria le diable, venez à mon aide, je vous en supplie. J'ai un très méchant maître, je suis un pauvre esclave, j'ai un très méchant maître qui est un marchand du pays de Fès. Or vous savez que tous ceux de Fès, les Maures, Numides, Garamantes et tous les habitants de la barbarie, de la Nubie et de l'Égypte sont mauvais, pervers, sujets aux femmes et aux copulations illicites, téméraires, ravisseurs, hasardeux et impitoyables à cause de la planète Mars. De plus, mon maître est un homme que tourmente la bile noire, la bile jaune et la pituite à Cicéron. De là une mélancolie froide et sèche qui le rend timide, de peu de courage, avec beaucoup d'invention néanmoins pour le mal. Ce qui retombe sur nous, pauvres esclaves, sur moi, pauvre ami. Où voulez-vous en venir, mon ami ? Dit saint Autremoine avec intérêt. Voilà, mon bon seigneur, répondit le démon. Mon maître est un grand voyageur, il a des manies. Dans tout le pays où il va, il a le goût de bâtir dans son jardin une montagne de sable qu'on ramasse au bord des mers près desquelles ce méchant homme s'établit. Dans la Zélande, il a édifié un tas de sable fangeux et noir. Dans la Frise, un tas de gros sable mêlé de ces coquilles rouges, parmi lesquelles on trouve le cône tigré. Et dans la chersonèse Saint-Bric, qu'on nomme aujourd'hui Jutland, un tas de sable fin mêlé de ces coquilles blanches, parmi lesquelles il n'est pas rare de rencontrer la téline soleil levant. « Que le diable t'emporte !» interrompit Saint-Nil, qui est d'un naturel impatient. « Viens au fait ! Voilà un quart d'heure que tu nous fais perdre à écouter des sornettes. Je compte les minutes. » Le diable s'inclina humblement. « Vous comptez les minutes, monseigneur. C'est un noble goût. Vous devez être du Midi, car ceux du Midi sont ingénieux et adonnés aux mathématiques, parce qu'ils sont plus voisins que les autres hommes du cercle des étoiles errantes. » Puis tout à coup,
éclatant en sanglots et se meurtrissant la poitrine du poing. « Hélas, hélas, mes bons princes, j'ai un bien cruel maître. Pour bâtir sa montagne, il m'oblige à venir tous les jours, moi, vieillard, remplir cette outre de sable au bord de la mer. Il faut que je la porte sur mes épaules. Quand j'ai fait un voyage, je recommence, et cela dure depuis l'aube du jour jusqu'au coucher du soleil. Si je veux me reposer, si je veux dormir, si je succombe à la fatigue, si l'outre n'est pas bien pleine, il me fait fouetter. Hélas, je suis bien misérable et bien battu et bien accablé d'infirmité. Hier, j'avais fait 6 voyages dans la journée. Le soir venu, j'étais si lasse que je n'ai pu hausser jusqu'à mon dos cette outre que je venais d'emplir, et j'ai passé ici toute la nuit, pleurant à côté de ma charge et épouvanté de la colère de mon maître. Mes seigneurs, mes bons seigneurs, par grâce et par pitié, aidez-moi à mettre ce fardeau sur mes épaules, afin que je puisse m'en retourner auprès de mon maître. Car si je tarde, il me tuera. Aïe, aïe. En écoutant cette pathétique harangue, Saint-Nil, Saint-Autre-Moine et Saint-Jean le Nain se sentirent émus, et Saint-Médard se mit à pleurer, ce qui causa sur la terre une pluie de 40 jours. Mais Saint-Nil dit au démon : « Je ne puis t'aider, mon ami, et j'en ai regret. Mais il faudrait mettre la main à cette outre qui est une chose morte, et un verset de la très sainte Écriture défend de toucher aux choses mortes sous peine de rester impur. » Saint-Autre-Moine dit au démon : « Je ne puis t'aider, mon ami, et j'en ai regret, mais je considère que ce serait une bonne action, et les bonnes actions ayant l'inconvénient de pousser à la vanité celui qui les fait, je m'abstiens d'en faire pour conserver l'humilité. » Saint Jean dit au démon : « Je ne puis t'aider, mon ami, et j'en ai regret. Mais comme tu le vois, je suis si petit que je ne pourrais atteindre ta ceinture. Comment ferais-je pour te mettre cette charge sur les épaules ? » Saint Médard, tout en larmes, dit au démon : « Je ne puis t'aider, mon ami, et j'en ai regret, mais je suis si ému vraiment que j'ai les bras cassés. » Et ils continuèrent leur chemin. Le diable enrageait. « Voilà des animaux !» s'écria-t-il, en regardant les saints s'éloigner. « Quels vieux pédants ! Sont-ils absurdes avec leurs grandes barbes ? Ma parole d'honneur, ils sont encore plus bêtes que l'ange. » Lorsqu'un de nous enrage, il a du moins la ressource d'envoyer au diable celui qui l'hérite. Le diable n'a pas cette douceur. Aussi y a-t-il dans toutes ses colères une pointe qui rentre en lui-même et qui l'exaspère. Comme il maugréait en fixant son œil plein de flammes et de fureur sur le ciel, son ennemi, voilà qu'il aperçoit dans les nuées un point noir. Ce noir grossit, ce point approche, le diable regarde. C'était un homme. C'était un chevalier armé et casqué. C'était un chrétien ayant la croix rouge sur la poitrine, qui tombait des nues. « Que n'importe qui soit loué !» cria le démon en sautant de joie. « Je suis sauvé ! Voilà mon chrétien qui m'arrive. Je n'ai pas pu venir à bout de 4 saints, mais ce serait bien le diable si je ne venais pas à bout d'un homme. » En ce moment-là, Pécopin, doucement déposé sur le rivage, mettait pied à terre. Apercevant ce vieillard, lequel était là comme un esclave qui se repose à côté de son fardeau, il marcha vers lui et lui dit : « Qui êtes-vous, l'ami ? Et où suis-je ? » Le diable se prit à geindre piteusement. « Vous êtes au bord de la mer Rouge, monseigneur, et moi, je suis le plus malheureux des misérables. » Sur ce, il chanta au chevalier la même antienne qu'au saint, le suppliant pour conclusion de l'aider à charger cette outre sur son dos. Pécopin hocha la tête. « Bonhomme, voilà une histoire peu vraisemblable. »« Mon bon seigneur qui tombait du ciel, » répondit le diable, « la vôtre l'est encore moins, et pourtant elle est vraie. »« C'est juste, » dit Pécopin. « Et puis, » reprit le démon, « que voulez-vous que j'y fasse ? Si mes malheurs n'ont pas bonne apparence, est-ce ma faute ? Je ne suis qu'un pauvre de besace et d'esprit. Je ne sais pas inventer. Il faut bien que je compose mes gémissements avec mes aventures, et je ne puis mettre dans mon histoire que la vérité. Telle viande, telle soupe. »« J'en conviens, » dit Pécopin. « Et puis, enfin, poursuivit le diable, quel mal cela peut-il vous faire, à vous, mon jeune vaillant, d'aider un pauvre vieillard infirme à attacher cette outre sur mes épaules ? » Ceci parut concluant à Pécopin.
Il se baissa, souleva de terre l'outre, qui se laissa faire sans difficulté, et la soutenant entre ses bras, il s'apprêta à la poser sur le dos du vieillard qui se tenait courbé devant lui. Un moment de plus, et c'était fait. Le diable a des vices. C'est là ce qui le perd. Il est gourmand. Il eut dans cette minute-là l'idée de joindre l'âme de Pécopin aux autres âmes qu'il allait emporter. Mais pour cela, il fallait d'abord tuer Pécopin. Il se mit donc à appeler à voix basse un esprit invisible auquel il commanda quelque chose en paroles obscures. Tout le monde sait que, lorsque le diable dialogue et converse avec d'autres démons, il parle un jargon moitié italien, moitié espagnol. Il dit aussi çà et là quelques mots latins. Ceci a été prouvé et clairement établi dans plusieurs rencontres, et en particulier dans le procès du docteur Eugenio Torralva, lequel fut commencé à Valladolid le 10 janvier 1528 et convenablement terminé le 6 mai 1531 par l'auto-da-fé dudit docteur. Pécopin savait beaucoup de choses. C'était, je vous l'ai dit, un cavalier d'esprit qui était homme à soutenir bravement une Vespérie. Il avait des lettres. Il connaissait la langue du diable. Or, à l'instant où il lui attachait l'outre sur l'épaule, il entendit le petit vieillard courbé dire tout bas « Vamos, non cierra occhi verbera frappa ieca la piedra ». Cela fut pour Pécopin comme un éclair. Un soupçon lui vint. Il leva les yeux, et il vit à une grande hauteur au-dessus de lui une pierre énorme que quelque géant invisible tenait suspendue sur sa tête. Se rejeter en arrière, toucher de sa main gauche le talisman, saisir de la main droite son poignard et en percer l'outre avec une violence et une rapidité formidables, c'est ce que fit Pécopin, comme s'il eût été le tourbillon, qui dans la même seconde passe, vole, tourne, brille, tonne et foudroie. Le diable poussa un grand cri. Les âmes délivrées s'enfuirent par l'issue que le poignard de Pécopin venait de leur ouvrir, laissant dans l'outre leur noirceur, leur crime et leur méchanceté, monceau hideux, verrue abominable, qui par l'attraction propre au démon s'incrusta en lui, et recouverte par la peau de l'outre, resta à jamais fixée entre ses deux épaules. C'est depuis ce jour-là qu'Asmodée est bossu. Cependant, au moment où Pécopin se rejetait en arrière, le géant invisible avait laissé choir sa pierre, qui tomba sur le pied du diable et le lui écrasa. C'est depuis ce jour-là qu'Asmodée est boiteux. 1842. Le masque de la mort rouge. Edgar Allan Poe. La mort rouge avait pendant longtemps dépeuplé la contrée. Jamais peste ne fut si fatale, si horrible. Son avatar, c'était le sang, la rougeur et la hideur du sang. C'étaient des douleurs aiguës, un vertige soudain, et puis un suintement abondant par les pores, et la dissolution de l'être. Des taches pourpres sur le corps et spécialement sur le visage de la victime la mettaient au banc de l'humanité et lui fermaient tout secours et toute sympathie. L'invasion, le progrès, le résultat de la maladie, tout cela était l'affaire d'une demi-heure. Mais le prince Prospero était heureux, intrépide et sagace. Quand ses domaines furent à moitié dépeuplés, il convoqua un millier d'amis vigoureux et allègres de cœur, choisis parmi les chevaliers et les dames de sa cour, et se fit avec eux une retraite profonde dans une de ses abbayes fortifiées. C'était un vaste et magnifique bâtiment, une création du prince, d'un goût excentrique et cependant grandiose. Un mur épais et haut lui faisait une ceinture. Ce mur avait des portes de fer. Les courtisans, une fois entrés, se servirent de fourneaux et de solides marteaux pour souder les verrous. Ils résolurent de se barricader contre les impulsions soudaines du désespoir extérieur et de fermer toute issue aux frénésies du dedans. L'abbaye fut largement approvisionnée. Grâce à ces précautions, les courtisans pouvaient jeter le défi à la contagion. Le monde extérieur s'arrangerait comme il pourrait. En attendant, c'était fou de s'affliger ou de penser. Le prince avait pourvu à tous les moyens de plaisir. Il y avait des bouffons, il y avait des improvisateurs, des danseurs, des musiciens. Il y avait le beau sous toutes ses formes. Il y avait le vin. Et dedans, il y avait toutes ces belles choses et la sécurité. Au dehors, la mort rouge.
Ce fut vers la fin du 5e ou 6e mois de sa retraite, et pendant que le fléau sévissait au dehors avec le plus de rage, que le prince Prospero gratifia ses 1000 amis d'un bal masqué de la plus insolite magnificence. Tableau voluptueux que cette mascarade. Mais d'abord, laissez-moi vous décrire les salles où elle eut lieu. Il y en avait 7, une enfilade impériale. Dans beaucoup de palais, ces séries de salons forment de longues perspectives en ligne droite, quand les battants des portes sont rabattus sur les murs de chaque côté, de sorte que le regard s'enfonce jusqu'au bout, sans obstacle. Ici, le cas était fort différent, comme on pouvait s'y attendre de la part du duc et de son goût très vif pour le bizarre. Les salles étaient si irrégulièrement disposées que l'œil n'en pouvait guère embrasser plus d'une à la fois. Au bout d'un espace de 20 à 30 yards, il y avait un brusque détour, et à chaque coude, un nouvel aspect. À droite et à gauche, au milieu de chaque mur, une haute et étroite fenêtre gothique donnait sur un corridor fermé qui suivait les sinuosités de l'appartement. Chaque fenêtre était faite de verre coloré en harmonie avec le ton dominant dans les décorations de la salle sur laquelle elle s'ouvrait. Celle qui occupait l'extrémité orientale, par exemple, était tendue de bleu, et les fenêtres étaient d'un bleu profond. La seconde pièce était ornée et tendue de pourpre, et les carreaux étaient pourpres. La troisième, entièrement verte, et vertes les fenêtres. La quatrième, décorée d'orange, était éclairée par une fenêtre orangée. La cinquième, blanche. La sixième, violette. La septième salle était rigoureusement ensevelie de tentures de velours noir qui revêtaient tout le plafond et les murs, et retombaient en lourdes nappes sur un tapis de même étoffe et de même couleur. Mais dans cette chambre seulement, la couleur des fenêtres ne correspondait pas à la décoration. Les carreaux étaient écarlates, d'une couleur intense de sang. Or, dans aucune de ces salles, à travers les ornements d'or éparpillés à profusion çà et là, ou suspendus aux lambris, on ne voyait de lampe ni de candélabre, ni lampe, ni bougie. Aucune lumière de cette sorte dans cette longue suite de pièces. Mais dans les corridors qui leur servaient de ceinture, juste en face de chaque fenêtre, se dressait un énorme trépied, avec un brasier éclatant, qui projetait ses rayons à travers les carreaux de couleur et illuminait la salle d'une manière éblouissante. Ainsi se produisait une multitude d'aspects chatoyants et fantastiques. Mais dans la chambre de l'ouest, la chambre noire, la lumière du brasier qui ruisselait sur les tentures noires à travers les carreaux sanglants était épouvantablement sinistre et donnait aux physionomies des imprudents qui y entraient un aspect tellement étrange que bien peu de danseurs se sentaient le courage de mettre les pieds dans son enceinte magique. C'était aussi dans cette salle que s'élevait contre le mur de l'ouest une gigantesque horloge d'ébène. Son pendule, se balançait avec un tic-tac sourd, lourd, monotone. Et quand l'aiguille des minutes avait fait le circuit du cadran et que l'heure allait sonner, il s'élevait des poumons d'airain de la machine un son clair, éclatant, profond et excessivement musical, mais d'une note si particulière et d'une énergie telle que d'heure en heure les musiciens de l'orchestre étaient contraints d'interrompre un instant leurs accords pour écouter la musique de l'heure. Les valseurs alors cessaient forcément leurs évolutions. Un trouble momentané courait dans toute la joyeuse compagnie. Et tant que vibrait le carillon, on remarquait que les plus fous devenaient pâles, et que les plus âgés et les plus rassis passaient leurs mains sur leur front, comme dans une méditation ou une rêverie délirante. Mais quand l'écho s'était tout à fait évanoui, une légère hilarité circulait par toute l'assemblée. Les musiciens s'entre-regardaient et souriaient de leur nerfs et de leur foi, et se juraient tout bas, les uns aux autres, que la prochaine sonnerie ne produirait pas en eux la même émotion. Et puis, après la fuite des 60 minutes qui comprennent les 3600 secondes de l'heure disparue, arrivait une nouvelle sonnerie de la fatale horloge, et c'était le même trouble, le même frisson, les mêmes rêveries. Mais en dépit de tout cela, c'était une joyeuse et magnifique orgie. Le goût du duc était tout particulier. Il avait un œil sûr à l'endroit des couleurs et des effets. Il méprisait le décorum de la mode. Ses plans étaient téméraires et sauvages, et ses conceptions brillaient d'une splendeur barbare. Il y a des gens qui l'auraient jugé fou. Ses courtisans sentaient bien qu'il ne l'était pas. Mais il fallait l'entendre, le voir, le toucher, pour être sûr qu'il ne l'était pas.
Il avait, à l'occasion de cette grande fête, présidé en grande partie à la décoration mobilière des 7 salons, et c'était son goût personnel qui avait commandé le style des travestissements. À coup sûr, c'étaient des conceptions grotesques, c'était éblouissant, étincelant. Il y avait du piquant et du fantastique, beaucoup de ce qu'on a vu depuis dans Hernani. Il y avait des figures vraiment arabesques, absurdement équipées, incongrument bâties, des fantaisies monstrueuses comme la folie. Il y avait du beau, du licencieux, du bizarre en quantité, tant soit peu de terrible et du dégoûtant à foison. Bref, c'était comme une multitude de rêves qui se pavanaient çà et là dans les 7 salons. Et ces rêves se contorsionnaient en tous sens, prenant la couleur des chambres, et l'on eût dit qu'ils exécutaient la musique avec leurs pieds, et que les airs étranges de l'orchestre étaient l'écho de leurs pas. Et de temps en temps, on entend sonner l'horloge d'ébène de la salle de velours, et alors, pour un moment, tout s'arrête, tout se tait, excepté la voix de l'horloge. Les rêves sont glacés, paralysés dans leur posture, mais les échos de la sonnerie s'évanouissent. Ils n'ont duré qu'un instant, et à peine ont-ils fui qu'une hilarité légère et mal contenue circule partout. Et la musique s'enfle de nouveau, et les rêves revivent, et ils se tordent çà et là plus joyeusement que jamais, reflétant la couleur des fenêtres à travers lesquelles ruisselle le rayonnement des trépieds. Mais dans la chambre qui est là-bas tout à l'ouest, aucun masque n'ose maintenant s'aventurer, car la nuit avance, et une lumière plus rouge afflue à travers les carreaux couleur de sang, et la noirceur des draperies funèbres est effrayante. Et à l'étourdi qui met le pied sur le tapis funèbre, l'horloge d'ébène envoie un carillon plus lourd, plus solennellement énergique que celui qui frappe les oreilles des masques tourbillonnants dans l'insouciance lointaine des autres salles. Quant à ces pièces-là, elles fourmillaient de monde, et le cœur de la vie y battait fiévreusement. Et la fête tourbillonnait toujours, lorsque s'éleva enfin le son de minuit de l'horloge. Alors, comme je l'ai dit, la musique s'arrêta. Le tournoiement des valseurs fut suspendu. Il se fit partout comme naguère une anxieuse immobilité, mais le timbre de l'horloge avait cette fois 12 coups à sonner. Aussi, il se peut bien que plus de pensées se soient glissées dans les méditations de ceux qui pensaient parmi cette foule festoyant. Et ce fut peut-être aussi pour cela que plusieurs personnes parmi cette foule, avant que les derniers échos du dernier coup fussent noyés dans le silence, avaient eu le temps de s'apercevoir de la présence d'un masque qui, jusque-là, n'avait aucunement attiré l'attention. Et la nouvelle de cette intrusion s'étant répandue en un chuchotement à la ronde, il s'éleva de toute l'assemblée un bourdonnement, un murmure significatif d'étonnement et de désapprobation, puis finalement de terreur, d'horreur et de dégoût. Dans une réunion de fantômes telle que je l'ai décrite, il fallait sans doute une apparition bien extraordinaire pour causer une telle sensation. La licence carnavalesque de cette nuit était, il est vrai, à peu près illimitée. Mais le personnage en question avait dépassé l'extravagance d'un Hérode et franchi les bornes, cependant complaisantes, du décorum imposé par le prince. Il y a dans les cœurs des plus insouciants des cordes qui ne se laissent pas toucher sans émotion. Même chez les plus dépravés, chez ceux pour qui la vie et la mort sont également un jeu, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas jouer. Toute l'assemblée parut alors se sentir profondément le mauvais goût et l'inconvenance de la conduite et du costume de l'étranger. Le personnage était grand et décharné, et enveloppé d'un suaire de la tête aux pieds. Le masque qui cachait le visage représentait si bien la physionomie d'un cadavre raidi que l'analyse la plus minutieuse aurait difficilement découvert l'artifice. Et cependant, tous ces fous joyeux auraient peut-être supporté, sinon approuvé, cette laide plaisanterie. Mais le masque avait été jusqu'à adopter le type de la mort rouge. Son vêtement était barbouillé de sang, et son large front, ainsi que tous les traits de sa face, étaient aspergés de l'épouvantable écarlate. Quand les yeux du prince Prospero tombèrent sur cette figure de spectre, qui d'un mouvement lent, solennel, emphatique, comme pour mieux soutenir son rôle, se promenait çà et là à travers les danseurs, on le vit d'abord convulsé par un violent frisson de terreur ou de dégoût. Mais une seconde après, son front s'empourpra de rage. « Qui ose » demanda-t-il, d'une voix enrouée, aux courtisans debout près de lui. « Qui ose nous insulter par cette ironie blasphématoire ?
Emparez-vous de lui et démasquez-le, que nous sachions qui nous aurons à pendre au créneau, au lever du soleil. » C'était dans la chambre de l'Est, ou chambre bleue, que se trouvait le prince Prospero quand il prononça ces paroles. Elles retentirent fortement et clairement à travers les 7 salons, car le prince était un homme impérieux et robuste, et la musique s'était tue à un signe de sa main. C'était dans la chambre bleue que se tenait le prince, avec un groupe de pâles courtisans à ses côtés. D'abord, pendant qu'il parlait, il y eut parmi le groupe un léger mouvement en avant, dans la direction de l'intrus, qui fut un instant presque à leur portée, et qui maintenant, d'un pas délibéré et majestueux, se rapprochait de plus en plus du prince. Mais par suite d'une certaine teneur indéfinissable que l'audace insensée du masque avait inspirée à toute la société, il ne se trouva personne pour lui mettre la main dessus. Si bien que, ne trouvant aucun obstacle, il passa à 2 pas de la personne du prince. Et pendant que l'immense assemblée, comme obéissant à un seul mouvement, reculait du centre de la salle vers les murs, il continua sa route sans interruption, de ce même pas solennel et mesuré qu'il avait tout d'abord caractérisé. De la chambre bleue à la chambre pourpre, de la chambre pourpre à la chambre verte, de la verte à l'orange, de celle-ci à la blanche, et de celle-là à la violette, avant qu'on eût fait un mouvement décisif pour l'arrêter. Ce fut alors, toutefois, que le prince Prospero, exaspéré par la rage et la honte de sa lâcheté d'une minute, se lança précipitamment à travers les 6 chambres où nul ne le suivit, car une terreur mortelle s'était emparée de tout le monde. Il brandissait un poignard nu et s'était approché impétueusement à une distance de 3 ou 4 pieds du fantôme qui battait en retraite, quand ce dernier, arrivé à l'extrémité de la salle de velours, se retourna brusquement et fit face à celui qui le poursuivait. Un cri aigu partit, et le poignard glissa avec un éclair sur le tapis funèbre où le prince Prospero tombait mort, une seconde après. Alors, invoquant le courage violent du désespoir, une foule de masques se précipita à la fois dans la chambre noire, et saisissant l'inconnu, qui se tenait comme une grande statue droit et immobile dans l'ombre de l'horloge d'ébène, ils se sentirent suffoqués par une terreur sans nom, en voyant que sous le linceul et le masque cadavéreux, qu'ils avaient empoigné avec une aussi violente énergie, ne logeait aucune forme palpable. On reconnut alors la présence de la mort rouge. Elle était venue, comme un voleur de nuit. Et tous les convives tombèrent un à un dans les salles de l'orgie, inondés d'une rosée sanglante, et chacun mourut dans la posture désespérée de sa chute. Et la vie de l'horloge d'ébène disparut avec celle du dernier de ces êtres joyeux. Et les flammes des trépieds expirèrent, et les ténèbres, et la ruine, et la mort rouge établirent sur toute chose leur empire illimité. 1842. Traduction de l'américain par Charles Baudelaire. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième vlog lecture sur les dimensions fantastiques, l'anthologie de la dimension fantastique de Barbara Sadoul. On a lu 3 nouvelles, donc La cafetière de Théophile Gautier, Le diable chiffonnier de Victor Hugo et Le masque de la mort rouge d'Edgar Allan Poe. Je vous précise juste qu'il y a... En fait, j'avais commencé à lire La cafetière qui est courte. J'ai voulu lire ensuite une autre nouvelle qui était longue de Gustave Flaubert, Rêve d'enfer, mais en fait la longueur de la nouvelle m'a un petit peu découragée et je pense que je la lirai toute seule. Elle sera moins longue que L'homme au sable. Ce qui fait que j'ai sauté une nouvelle et j'en ai sauté une autre aussi parce que j'ai commencé à lire toute seule L'élixir de longue vie de Honoré de Balzac. Et c'est pas une réussite. Je pense que Balzac et moi on n'est pas trop potes et je trouve ça long. Par contre, là, les 3 nouvelles que j'ai lues, j'ai adoré le style et j'ai vraiment aimé aussi de quoi ça parlait, tout simplement. Il y a 26 nouvelles là-dedans. Il y en a que je ne peux pas lire parce qu'elles ne sont pas libres de droit. Notamment les dernières, là, Saki, Lovecraft, je pense que c'est une traduction qui n'est pas libre. Ray Bradbury, Claude Seignol, Richard Matheson, Jean-Louis Bouquet, je peux pas. Fitz, James O'Brien, je crois que j'ai pas trouvé qui c'était.
Mais il y en aura sûrement quelques-unes que je vais pas lire, mais que je vais lire toute seule et que je présenterai. Soit je ferai une petite vidéo rapido, pourquoi pas un mercredi, et je pense que je ferai des posts Instagram aussi. Comme là, par exemple, j'avais fait un post sur Bisclaveret, un lait de Marie de France, sur un des premiers loups-garous médiévaux, en fait, qui existait. Et donc, comme je disais, l'élixir de longue vie, j'ai pas méga envie de... En fait, si je trouve ça long et que je le lis à haute voix, ça a une petite tendance à me bercer et à m'endormir. Et si je m'endors, je ronfle. C'est incompatible avec la lecture. Donc voilà. Tout ça pour dire que je me débrouillerai en fait pour que vous ayez accès aux autres bouquins, enfin aux autres nouvelles. Si vous voulez acheter ce livre-là, bon, il n'est pas ouf, mais les Librio, c'est pas cher du tout. Il était à 7 € à l'origine. Je sais pas si vous allez le trouver de neuf parce que c'est pas tout récent. C'est 2010, ça m'étonnerait. Mais ça peut se trouver facilement en occasion à 2-3 € à tout casser. Et ce Librio-là, donc l'anthologie de l'anthologie, il est plus cher que les autres. Il y a 4 dimensions fantastiques au singulier qui... Ça devait être des livres à 2-3 € de chez Librio, mais qui étaient beaucoup plus fins que ça. Mais donc, dans ces nouvelles-là, il y a des nouvelles qui étaient présentes dans les autres. Donc, Bisclaveret, il y a un petit post Instagram sur Insta, je vais vous le mettre en lien. La cafetière de Théophile Gautier. Alors, Théophile Gautier, il me semble que c'était l'auteur qui avait fait un truc sur la momie ou la morte amoureuse, un truc comme ça. Il me semble qu'il a écrit pas mal dans le genre du fantastique. J'ai aimé le style. En fait, les 3 plumes, là, je les ai trouvées chouettes, même Hugo. Parce que Hugo, j'avais un a priori, en fait, de m'être ennuyée sur des textes de Hugo. Ça devait être la Légende des siècles ou 1993, des trucs comme ça. Que j'avais étudié au lycée et au siècle dernier. Mais là, j'ai aimé. J'ai franchement aimé. Et bon, bah, on va commencer par la cafetière. Je le trouvais assez classique, même dans la manière. Ça peut se rapprocher un petit peu d'un conte. On va dire au niveau des thématiques, c'est assez classique. Des tableaux en fait qui sortent, enfin des portraits qui sortent de leurs tableaux. J'ai l'impression d'avoir déjà lu ça, notamment dans La femme à la rose, je crois, La jeune fille à la rose ou La jeune femme à la rose de Jean Joubert à l'école des loisirs. Un bouquin très sympa que j'avais lu cet été sans doute. Et enfin l'été dernier, cette thématique-là, je l'avais déjà vue. Je l'ai déjà vue dans d'autres œuvres. Je pense à un dessin animé que j'ai pas dû voir en entier où il y a des dessins en fait qui s'échappent de leur peinture et plus ça va, plus ils deviennent peinture, se colorent et compagnie. Et je me souviens plus du tout comment s'appelle ce dessin animé. Je l'avais pas vu en entier. C'est un film d'animation français, je pense. Et enfin bref, on va dire qu'au niveau des thématiques, c'est assez classique. Ça peut faire penser aussi un petit peu aux thématiques où un homme tombe sur une maison hantée dont les habitants recommencent en fait un peu en boucle à vivre comme quand ils étaient vivants, sauf que si ça peut parler un petit peu aussi de cité engloutie. Il y avait il y avait un conte de Andersen comme ça. Ou peut-être aussi dans Nils Holgersson, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf. Nils, un moment, il y a un chapitre qu'on peut lire tout à fait indépendamment du roman, où il arrive en fait il doit y avoir une légende d'une cité engloutie par là-bas aussi en Suède. Et donc Nils, il tombe, c'est un gamin, il a 14 ans, il tombe sur une ville qui est coincée dans le Moyen-Âge, alors que lui, il est au 19e siècle. Et il y a toujours, en fait, dans ce type d'histoire, le héros, il doit faire quelque chose pour cette ville ou cette maison, ou ces gens, par rapport à ces fantômes. Il doit interagir avec eux, acheter quelque chose ou répondre à la messe, des choses comme ça, ce qui leur permettrait d'être libérés. Et en fait,
en général, dans le conte, le héros ne sait pas quoi faire parce qu'il comprend pas ce qui se passe sous ses yeux, il pense qu'il rêve ou des choses comme ça, et du coup, il le fait pas. Et quand le jour se lève, ils disparaissent, mais quelque part, il y a comme une espèce de malédiction autour de ça, où ils sont figés et condamnés à revivre tout le temps les mêmes choses et attendre que quelqu'un les libère, mais quand quelqu'un vient, il ne sait jamais quoi faire. Et ça se fait beaucoup dans les contes bretons, ça. Ça, c'est des choses qui me sont très familières. Donc, notamment Anatole Lebras, mais je crois qu'on a vu un truc comme ça sur l'île de Sein, je suis pas sûre. Ça remonte un peu. Donc, la cafetière, ma foi, je trouvais ça sympa. Et je trouvais ça. Enfin, le fait qu'il y ait un objet cafetière, c'était assez étonnant. Parce que pourquoi la cafetière? Parce que, ok, les personnages qui sortent du tableau, pourquoi pas. Euh, je me- on pouvait se douter que la jeune femme avec qui le gars il dansait, que c'était un fantôme, ok? Comme tous les autres en fait. Un petit peu comme dans Harry Potter, où dans Harry Potter en fait, surtout à Poudlard, mais ça se voit aussi dans des maisons ou au ministère de la magie, il y a des personnages qui sont généralement importants ou qui sont surtout riches, qui se sont fait faire le portrait par un portraitiste sorcier, qui en fait va insuffler un petit peu de leur personnalité ou de l'âme, de leur âme. C'est pas l'âme, parce que sinon ça fait des Horcruxes et ça fait des problèmes, mais les les tableaux bougent et interagissent en fait avec les vivants, et ils peuvent même se déplacer d'un portrait à l'autre. Si un portrait du même bonhomme qui est dans l'école ou chez lui, en fait il se promène. Et c'est je trouvais que c'était bon, après dans le contexte de Harry Potter, il y a un côté aussi où ça rajoute un peu plus de magie et que c'est un peu mystérieux, on sait pas très bien comment ça fonctionne, mais on dit bon bah ok quoi, on accepte le truc. Mais je trouvais ça sympa aussi. Donc là, en gros, on est sur des portraits qui s'animent, des portraits de personnes qui sont décédées parce qu'elles vivaient il y a longtemps, qui s'animent et qui sortent de leurs portraits, qui dansent. Il y a l'histoire de l'horloge qui vient rappeler le temps quelque part. Il y a un petit côté gothique, je trouve. Un petit côté, c'est ton destin, tu vois. Mais ouais, j'aime bien. C'était cool. Parce qu'il me semble, je suis pas sûre que j'avais dû écouter en livre audio La Morte Amoureuse il y a pas très longtemps. Enfin, il y a pas très longtemps. Pas très longtemps, il y a plus d'un an, je pense. J'avais pas trop kiffé, mais je me demande si je confonds pas avec Prosper Mérimée, où j'avais lu ce coup-ci, je crois, un truc que j'ai. Ça m'avait pas qui. J'avais pas aimé. Mais pourtant, c'est des. Mérimée, c'est un auteur que j'ai lu quand j'étais gamine. Mais bref. La cafetière, je valide, même si je pense que je vais pas forcément le retenir. Le Diable chiffonnier de Victor Hugo, je me suis dit, tiens, je vais essayer de le lire, comme j'ai sélectionné des nouvelles qui étaient courtes, qui font à peu près 10-15 minutes là. J'ai pas voulu en faire trop parce que s'il y en a plein, on retient pas en fait. Donc, puis ça tombe bien, ça fait une petite vidéo. Sauf que là, je papote, je papote, je papote. Le Diable chiffonnier, comme je vous ai dit, moi, je suis plus très copine avec Victor Hugo parce que je pense que la manière, peut-être les textes qu'on nous avait fait étudier au lycée, ça m'avait saoulée, et je me pose toujours un peu des questions à l'époque, hein. Maintenant je sais pas comment c'est foutu, mais sur les livres qui sont choisis pour les programmes scolaires, parce que bah des fois ça aide pas si le bouquin il est un peu chiant quoi. Bon, les goûts, les couleurs, tout ça, hein. Mais là, Hugo, bon, il y a des phrases qui sont très longues, un peu à la Balzac, mais c'est joli. Je trouve que c'était joli. Et on tombe un petit peu dans des contes où, alors très souvent, je vais retourner un peu sur les contes bretons. Je crois qu'il n'était pas breton, Hugo. Mais dans les contes bretons, souvent, quand il y a le personnage du diable, en fait, il va forcément se faire avoir par le paysan du coin, la gardienne de chèvre ou des trucs comme ça. Parce que c'est un peu sa fonction. Alors, je pense que dans les contes bretons, c'est pas forcément le diable avec un grand D. Je pense que c'est souvent un diable.
Là, j'ai l'impression qu'on était sur le diable en quelque sorte, mais ça retombe sur un peu ces trucs où le diable il finit par se faire rouler. Et je trouvais ça assez rigolo. En fait, j'avais pas le souvenir qu'il avait fait des trucs un peu fantastiques, Hugo. Parce que je connais un peu comme tout le monde, je connais vaguement Les Misérables, je connais vaguement Notre-Dame de Paris. Euh, je sais qu'il y avait la légende des siècles, je crois que c'est la légende des siècles qui était un recueil de nouvelles où je crois que c'est dans ce recueil-là qu'il dit tout du long qu'il aime pas Napoléon. Mais ouais, Hugo, je vais peut-être regarder un petit peu ce qu'il fait. Après, j'ai pas beaucoup plus de choses à en dire là, à part que ça me rappelle d'autres textes. Il me semble aussi que dans les Mille et une nuits, il y a des figures de diables ou de démons qui se font rouler en fait, qui essayent d'être méchants et de rouler dans la farine les personnes qu'ils croisent, mais en fait ils se font avoir. Et c'est assez marrant en fait. Je sais pas, en fait la fonction de ces contes c'est quoi? Est-ce que c'est un peu pour éloigner le danger quelque part parce qu'ils se disent oui il faut être vertueux gna 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 gna, mais il y aura des tentations etc. Mais du coup on kick la tentation et ça fait que on gagne, on est les plus forts. Il y avait des très jolies citations je trouvais. J'aimais bien la plume. Et enfin, le masque de la mort rouge. Et là, c'était Edgar Allan Poe. Alors, pour la petite anecdote, il me semble que j'ai entendu ça plusieurs fois, que Baudelaire, qui traduisait Edgar Allan Poe, était un fanboy. Enfin, qu'il adorait Edgar Allan Poe. Et qu'il... après, Baudelaire, c'était un auteur qui avait sûrement une plume qui était très caractéristique en fait de lui, quoi. C'est sa plume à lui. Ce qui faisait que peut-être qu'au niveau de la traduction, on n'est pas sur une traduction fidèle au style de Poe, on est peut-être plus sur une traduction d'un gros fan de Poe qui a quand même qui met sa patte dedans, si vous voulez. On n'est pas une traduction respectueuse comme ça peut se faire, je pense, de nos jours. C'est ce que j'ai entendu. Parce qu'il paraît du coup que les traductions plus récentes de Poe, donc des traductions contemporaines, sont peut-être plus fidèles et moi j'ai bien aimé celle-là, le masque de la mort rouge. Alors pour ceux qui connaissent pas, le masque de la mort rouge, je ne connaissais pas son origine. Là, je l'ai apprise, il me semble. C'est un personnage qui est plus ou moins nommé et utilisé dans Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux que j'ai lu sur la chaîne. Le fantôme de l'opéra, c'est un bouquin que j'ai adoré. On va avoir plusieurs histoires, je vous raconte rapidement. Euh, on frôle le fantastique, on frôle le drame. C'est à l'opéra, c'est très chantant, tout ça. Et on est dans un monde, le monde de l'opéra, qui est très superstitieux. Donc il y a les petits rats de l'opéra, il y a la cantatrice qui est la grande star et compagnie, et il y a le fantôme. Et si vous voulez, c'est une histoire qui se raconte sur deux temporalités différentes. Je crois qu'il y a aujourd'hui et 30 ans avant, quelque chose comme ça. Et euh, il y a une passation de directeurs, donc les anciens directeurs filent l'opéra au nouveau directeur avec une petite liste de courses, notamment il y a un fantôme de l'opéra, il faut lui réserver la loge 5, je crois bien, et il a besoin de 20 000 francs par an. Alors, je crois que 20 000 francs par an à l'époque, parce que je crois qu'on est fin 19e, c'est une fortune. Et si c'est un fantôme qui est mort et qui hante, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une loge et de fric? Ça n'a pas de sens. Une loge, pourquoi pas, mais pourquoi de l'argent? Et bref, le... les... l'histoire contemporaine, elle est assez drôle parce que y a les nouveaux directeurs qui croient absolument pas à cette histoire de fantôme et qui se disent que les anciens directeurs, en gros, leur ont monté une grosse blague. Et sauf que le fantôme, une fois qu'il a pas sa loge numéro 5 et ses 20 000 francs, il dit méfiez-vous, parce que si vous me donnez pas ce que je demande, moi, je vais aller le chercher. Je vais faire des trucs pour que vous me les donniez. Je vais vous foutre la trouille là-dedans à tout le monde. Je sais plus exactement dans quelle temporalité il y a eu des morts. Parce qu'il y a eu des morts accidentelles.
Je crois bien qu'il y a quelqu'un qui s'est pendu aussi. Enfin, il y a des trucs bizarres qui vont faire alimenter en fait la superstition. Et c'est quoi l'histoire des 30 ans auparavant? J'ai l'impression que je me plante un peu dans l'histoire. Je suis un peu... Enfin, les 30 ans auparavant, c'est qu'il y avait Christine Daae, qui était une petite chanteuse, on va dire, d'opéra, qui va finir par prendre la place de la grande chanteuse, la grande star. Parce que la grande star, à un moment, elle va avoir un couac. Et un crapaud va sortir de sa bouche. Là, si on n'est pas un petit peu du côté du fantastique, vous me dites... Parce que je pense pas qu'elle gobe des crapauds avant de monter sur scène. Peut-être des... Il y en a qui ont peut-être des rituels un peu bizarres, mais je pense qu'elle le fait pas, ça. Et bref, ça traumatise tout le monde, cantatrice incluse, ce qui fait que Christine Daae, qui est toute mignonne, toute jeune, toute fraîche, elle va prendre la place de la grande star, la grande cantatrice, et devenir la grande star aussi, la grande cantatrice. Et en fait, le fantôme qui hante déjà l'opéra tombe amoureux d'elle. Et on est toujours sur une histoire de fantôme. Parce que les petits rats, ils entendent des bruits dans les murs, ils entendent des bruits dans le plafond, dans le sol, des trucs comme ça. Tout le monde pète de trouille, sachant qu'il y a des trucs qui se déplacent. Et il y a le masque de la mort rouge. Parce que des fois, en fait, il y a des apparitions. Et il y a notamment l'apparition, mais je ne voulais pas vous dire ce que c'était, mais j'ai trouvé que c'était génial l'explication, d'une silhouette noire avec un visage enflammé, qui a été interprété comme étant le masque de la mort rouge, donc je ne savais pas du coup que c'était le masque de la peste quelque part. La peste... Merde, la peste hémorragique. C'est ça, je pense. Hein. Donc c'est peut-être pas, c'est pas la noire, hein, c'est la rouge. Parce qu'il me semble que la peste noire, on dit la mort noire, je crois. Mais bref, le masque de la mort rouge, ça m'a fait penser à ça. Et là, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que ça pouvait faire, la nouvelle de Poe, faire penser à justement un confinement. Maintenant qu'on a connu un confinement, ça existait dans le temps. Où en gros, tous les nobles, ils vont se claquemurer pendant 6 mois dans le château de l'Ain, faire la fête, manger gras et compagnie, pendant que dehors, ça canne. Et quelque part, ça fait le côté très, c'est ton destin, justement, où la mort rouge, elle arrive, et puis elle dit, vous m'aviez oublié? Moi non. Et enfin, le côté vraiment, quoi que vous essayez de faire pour éviter votre destin, il va vous tomber sur la tronche de toute manière. Et bah, je la trouvais efficace. Elle fout un petit peu la trouille, je trouve. C'est le but, hein. Mais j'ai beaucoup aimé le style. Alors, je sais pas, comme je vous disais, si c'est le style de Poe ou la traduction très empreinte de sa plume de Baudelaire, mais je l'ai trouvé très efficace. Donc, ma foi, c'était 3 nouvelles que j'ai vraiment aimées. Les 3. C'est pas dit que je vais toutes bien les retenir. J'ai beaucoup aimé Le Diable chiffonnier, j'ai trouvé vraiment sympa. Je vais m'arrêter là, je vous souhaite un très bon samedi. À demain pour la suite de Shirley. Très bon samedi à vous. Mercredi prochain, si je me plante pas, c'est la série Bridgerton. La vidéo que je vais faire sur la série Bridgerton. Pour vous dire en gros que selon moi, la série est meilleure que la série télévisée est meilleure que la série de livres, et je vais vous dire pourquoi. Je suis en train de tous me les enfiler, là, comme la saison avec Bénédicte et Sophie sort le 29 février pour la première partie, 29 janvier première partie, 23 février deuxième partie. Donc, je suis en train de me gaver de Bridgerton, j'adore. Allez, très bon samedi à vous. Salut!